Depuis le tout premier jour de mes recherches, une certitude m'habite avec une force qui ne s'est jamais éteinte. L'esprit humain possède des capacités infiniment plus vastes, plus profondes, plus extraordinaires que tout ce que nos systèmes éducatifs traditionnels nous ont enseigné. Cette vérité, je l'ai touchée du doigt à travers des milliers de rencontres, des milliers d'expériences vécues. J'ai été témoin de transformations qui défient toute logique rationnelle. Des hommes brisés par la vie qui retrouvent leur force intérieure. Des femmes épuisées qui découvrent une source inépuisable d'énergie. Des personnes malades qui déclenchent leur propre processus de guérison. Tout cela sans médicaments miracles, sans intervention extérieure complexe. Simplement en fermant les yeux, en dirigeant leur attention avec intention, en réveillant ce potentiel endormi qui sommeille en chacun de nous depuis toujours. Ce que j'ai découvert au fil des années n'a rien de magique. Ce n'est pas un don mystérieux réservé à une élite spirituelle ou à des initiés privilégiés. Non. C'est une faculté naturelle, aussi naturelle que respirer, que battre du cœur. Une capacité inscrite dans notre biologie même, dans la structure profonde de notre cerveau, dans l'architecture invisible de notre conscience. Chaque être humain la porte en lui, dès la naissance, attendant simplement qu'on lui montre comment l'activer. Mon rôle, tel que je l'ai compris avec le temps et l'expérience, n'a jamais été celui d'un gourou détenteur de secrets inaccessibles. Non. Mon rôle fut simplement d'ouvrir une porte que personne ne savait chercher. De montrer qu'elle existait, là, juste sous nos yeux, cachée dans la simplicité même de notre fonctionnement mental. De prouver par l'expérience directe que nous pouvons tous créer notre réalité, guérir nos blessures, orienter notre destin. Quand je parle de concepts comme le regard élevé, la respiration consciente, la visualisation créatrice ou la programmation mentale, je ne parle pas d'idées abstraites flottant dans un nuage philosophique. Je parle d'outils concrets, testés, vérifiés. Des outils que j'ai expérimentés personnellement avec des milliers de personnes à travers le monde. Des techniques qui ont transformé des vies, résolu des problèmes apparemment insolubles, ouvert des portes que l'on croyait définitivement fermées. Je sais à quel point il peut être difficile, presque impossible parfois, de croire en une puissance invisible. Notre culture moderne nous a conditionnés au scepticisme, à la méfiance envers tout ce qui échappe à la mesure immédiate. Nous voulons des preuves tangibles, des résultats visibles, des explications scientifiques. Et c'est légitime. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'expérience directe balaie tous les doutes. Une seule expérience authentique vaut 1000 théories. Quand vous ressentez, dans votre propre corps, dans votre propre esprit, ce basculement subtil vers un état de conscience modifié. Quand vous constatez par vous-même que votre anxiété se dissout en quelques minutes. Quand vous réalisez que vos pensées peuvent effectivement influencer votre réalité quotidienne. À ce moment-là, tous les arguments intellectuels deviennent inutiles. Vous savez. Vous savez avec une certitude qui ne peut plus être ébranlée. C'est précisément cette expérience que je veux partager avec vous aujourd'hui. Pas seulement comme un enseignement théorique que vous écouterez passivement. Non. Comme une invitation urgente, presque une provocation bienveillante, à entrer dans ce voyage intérieur qui peut littéralement bouleverser une vie entière. Un voyage qui commence par un simple geste, un ajustement infime du regard, et qui peut vous conduire vers des profondeurs insoupçonnées de votre propre être. Le regard élevé, la clé physiologique de la transformation. Depuis toujours, depuis mes toutes premières observations, j'ai cherché à démontrer une vérité fondamentale, les mécanismes profonds de l'esprit humain ne sont pas un mystère impénétrable réservé aux philosophes ou aux mystiques. Ce ne sont pas des secrets gardés jalousement par une élite spirituelle. Non. Ce sont des réalités observables, mesurables, reproductibles. Des phénomènes aussi concrets que la circulation du sang ou la digestion des aliments. Prenons par exemple cette technique que j'ai nommée le regard élevé. Beaucoup, au premier abord, pensent qu'il s'agit d'une métaphore poétique ou d'un rituel ésotérique. Mais en réalité, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est de la pure physiologie, de la neurologie appliquée. Un mécanisme biologique aussi fiable qu'un interrupteur électrique. Le principe est d'une simplicité désarmante. En orientant légèrement les yeux vers le haut, même paupières closes, vous envoyez un signal électrochimique précis à votre cerveau. Un message qui dit essentiellement, ralentis. Détends-toi. Change de fréquence. C'est ce basculement subtil, presque imperceptible, qui fait passer les ondes cérébrales de l'agitation frénétique du niveau bêta, celui de l'activité quotidienne, du stress, de la réflexion analytique constante, vers la clarté tranquille, l'ouverture créative du niveau alpha.
J'ai souvent comparé ce geste à un interrupteur caché en chacun de nous. Un mécanisme dont personne ne nous a parlé pendant notre éducation. Une fonction native de notre cerveau, préinstallée si vous voulez, mais que nous ne savons pas utiliser par simple ignorance. C'est comme posséder un téléphone perfectionné sans connaître la moitié de ses fonctionnalités. Le potentiel est là, disponible, attendant simplement qu'on apprenne à l'activer. Je me souviens avec une précision parfaite d'un moment lors d'un séminaire qui s'est déroulé il y a plusieurs années. Un étudiant particulièrement stressé, visiblement tendu, était venu me voir pendant une pause. Ses épaules étaient crispées, son souffle court et saccadé, son regard fuyant trahissant une anxiété profonde. Il m'a confié être au bord de l'épuisement nerveux, incapable de trouver le moindre moment de paix intérieure malgré toutes ses tentatives. Je lui ai simplement proposé d'essayer cette technique du regard élevé. Rien de plus. Pas de longue préparation, pas de rituel compliqué. Je lui ai demandé de s'asseoir confortablement, de fermer doucement les yeux, puis de diriger son regard, mentalement, intérieurement, légèrement au-dessus de la ligne d'horizon, vers le haut du front. En moins d'une minute, et je ne l'exagère absolument pas, son souffle s'est transformé. De rapide et superficiel, il est devenu profond, régulier, apaisé. Sa posture corporelle a changé visiblement. Ses épaules se sont relâchées, son visage s'est détendu. Quand il a ouvert les yeux, il avait l'expression de quelqu'un qui vient de découvrir un secret incroyable. Il m'a confié, avec une émotion palpable dans la voix, ressentir quelque chose d'extraordinaire. Comme une bulle de silence qui l'avait envahi de l'intérieur. Une oasis de calme au milieu du tumulte habituel de son esprit. Ce n'était pas une suggestion hypnotique, pas un effet placebo. C'était un phénomène physiologique clair, mesurable, reproductible. Le cerveau, invité par ce simple ajustement du regard, avait réduit son activité excessive. Les neurones avaient ralenti leur fréquence de décharge. Le système nerveux sympathique, responsable de la réponse au stress, avait cédé la place au système parasympathique, celui du repos et de la régénération. Voilà pourquoi je parle de science et non de superstition. L'épreuve était devant nous, vivante, palpable, indéniable. En réalité, la force extraordinaire de ce petit geste réside précisément dans sa simplicité radicale. Nous vivons dans une société qui complique tout. Nous croyons souvent, conditionnés par cette culture de l'effort et de la performance, que pour atteindre un état profond de conscience, un véritable changement intérieur, il faut des rituels élaborés, des années d'entraînement intensif, des outils sophistiqués, peut-être même un maître spirituel. Eh bien non. Absolument pas. Ici, dans cette technique, un simple ajustement du regard suffit. Un mouvement minuscule, presque invisible de l'extérieur, mais qui déclenche une cascade de transformations intérieures dont l'ampleur dépasse largement notre imagination initiale. Cela me rappelle toujours une vieille expression française que ma grand-mère utilisait souvent, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. En orientant légèrement les yeux vers le haut, vous enclenchez une cascade de transformations intérieures. Un effet domino dans votre système nerveux. Une réaction en chaîne qui commence par un neurone et qui finit par transformer votre état de conscience tout entier. Beaucoup de gens me demandent, souvent avec une pointe de scepticisme légitime, mais pourquoi le regard spécifiquement ? Pourquoi pas la respiration directement? Ou un mantra? Ou n'importe quelle autre technique de méditation classique? La réponse est d'une logique implacable quand on comprend le fonctionnement du cerveau. Le corps entier, et en particulier le système nerveux central, réagit instantanément à la position des yeux. C'est un fait neurologique établi, confirmé par des décennies de recherche. Les neurosciences modernes l'ont prouvé bien après mes découvertes initiales, mais j'avais compris ce principe par l'observation et l'expérimentation directe. Les centres de vigilance et de repos du cerveau, localisés dans des structures comme le tronc cérébral et le système limbique, sont directement influencés, modulés, par le mouvement oculaire. C'est câblé dans notre neurologie la plus primitive. Lorsque le regard monte naturellement vers le haut, c'est comme si l'esprit recevait automatiquement la permission de lâcher prise, de relâcher la tension, de passer en mode réceptif plutôt qu'actif. C'est une clé biologique qui ouvre une porte déjà inscrite dans notre nature la plus profonde. Une porte que l'évolution a installée il y a des millions d'années. Et croyez-moi, une fois que vous avez découvert cette clé, une fois que vous avez expérimenté son pouvoir, vous ne voulez plus jamais la perdre. Elle devient un compagnon fidèle, un outil disponible à chaque instant de votre vie. Laissez-moi vous donner un autre exemple concret, encore plus parlant peut-être.
J'ai guidé un jour une mère de famille complètement épuisée. Elle jonglait entre son travail exigeant, l'éducation de 3 enfants, les soucis financiers, les tensions conjugales. Bref, elle portait le monde entier sur ses épaules et elle était au bord de l'effondrement. Elle était venue à l'un de mes ateliers avec une conviction profonde, elle n'était tout simplement pas capable de méditer. Je ne suis pas faite pour ça, me répétait-elle. Mon esprit est trop agité, trop dispersé. J'ai essayé des dizaines de fois et j'échoue toujours. Je n'arrive pas à me concentrer plus de 30 secondes. Cette croyance limitante, je l'ai entendue des milliers de fois. Les gens se comparent aux images idéalisées de moines zen assis immobiles pendant des heures, et ils se sentent incompétents, inadéquats. Mais la méditation n'est pas une performance olympique. C'est un retour à soi, accessible à tous. Je lui ai proposé ce simple exercice du regard élevé. Rien d'intimidant, rien de compliqué. Juste fermer les yeux et diriger doucement le regard intérieur vers le haut. Elle était sceptique, je le voyais dans son expression. Mais elle a accepté d'essayer. En quelques instants seulement, quelques respirations à peine, elle a découvert un état de calme qu'elle pensait définitivement inaccessible pour quelqu'un comme elle. Son visage s'est transformé sous mes yeux. Les rides d'inquiétude se sont effacés. Une détente profonde a envahi tout son corps. Quand elle a ouvert les yeux, elle avait presque un sourire incrédule, presque enfantin. Elle a éclaté de rire et m'a dit, « Mais, c'est trop facile pour être vrai. C'est impossible que ce soit si simple. » Et pourtant, c'était bien réel. Absolument réel. Ce que cette femme vivait à ce moment-là n'était pas le fruit d'un effort héroïque ou d'une discipline surhumaine. C'était simplement l'activation d'un mécanisme naturel, déjà présent, déjà fonctionnel. Pas un effort forcé, mais une intelligence du corps qui se réveille quand on lui donne la bonne indication. Je n'ai cessé de répéter à mes élèves au fil des années que l'esprit humain adore profondément la simplicité. C'est sa nature première. Trop de complications, trop d'instructions contradictoires, trop de techniques superposées bloquent le processus naturel. Trop d'efforts conscients créent paradoxalement des tensions supplémentaires qui nous éloignent du but recherché. Le regard élevé, lui, dans sa beauté épurée, ne demande qu'un minimum d'intention. Une intention claire mais légère. On ferme les yeux avec douceur. On lève le regard intérieur vers le haut, sans forcer, sans crispation. Et le cerveau, cette merveille d'intelligence biologique, fait naturellement le reste. C'est fascinant quand on y pense vraiment. C'est comme si la nature, dans sa sagesse infinie, avait prévu une fonction automatique pour nous aider à retrouver notre équilibre, notre centre, notre calme. Une fonction de réinitialisation intégrée dans notre système nerveux. Mais personne, absolument personne, ne nous a jamais appris à l'utiliser pendant notre éducation. C'est une fonction cachée, oubliée, mais toujours disponible, attendant patiemment qu'on la redécouvre. Ce qui me fascine le plus profondément dans cette technique, c'est son caractère universel, véritablement universel. Ce n'est pas réservé à une culture particulière, à un âge spécifique, à un niveau d'éducation. Peu importe que vous soyez jeune ou âgé, instruit ou non, croyant ou athée, occidental ou oriental. Absolument tout le monde peut l'appliquer immédiatement. J'ai vu des enfants de 7 ans s'en servir avant un examen difficile à l'école, retrouvant instantanément leur concentration et leur confiance. J'ai vu des adultes sous pression l'utiliser avant une réunion professionnelle décisive, transformant leur anxiété en calme centré. J'ai même vu des personnes âgées, tourmentées par des insomnies chroniques depuis des années, trouver enfin le chemin vers un sommeil paisible grâce à cette simple pratique. Chacun, absolument chacun, trouvait dans ce petit mouvement imperceptible un chemin personnel vers sa propre sérénité. Vers son propre sanctuaire intérieur. Et je le rappelais toujours, avec insistance, à mes élèves, ce n'est pas moi qui fais le miracle. Ce n'est pas une force extérieure mystérieuse. C'est votre propre cerveau qui se rappelle simplement comment fonctionner naturellement, comment revenir à son état d'équilibre optimal. Ainsi, le regard élevé n'est absolument pas une invention sortie de nulle part, pas une fantaisie New Age sans fondement. C'est une découverte profondément ancrée dans la physiologie humaine, dans notre neurobiologie. Une technique aussi naturelle que cligner des yeux ou respirer. Mais c'est aussi, et c'est crucial de le comprendre, seulement le premier pas d'un voyage bien plus vaste. C'est une sorte de préambule, de porte d'entrée vers un état plus profond et plus transformateur, le niveau alpha. Car une fois cette porte initiale franchie, une fois que vous avez appris à activer volontairement cet interrupteur neurologique,
d'autres horizons s'ouvrent devant vous comme les pages d'un livre infini. La respiration consciente, qui amplifie et stabilise l'état alpha. La visualisation créatrice, qui donne forme à vos intentions. La programmation mentale, qui réécrit littéralement les scripts de votre subconscient. Autant de moyens, autant de techniques complémentaires pour plonger encore plus profondément dans les ressources infinies de votre esprit. Mais tout, absolument tout commence par ce geste discret, ce petit levier neurologique qui change tout. Le regard élevé est le premier pas, la première clé. Et lorsque vous l'expérimentez vraiment, lorsque vous ressentez dans votre propre corps cette transition subtile, vous comprenez intuitivement qu'il ne s'agit pas d'une technique isolée, d'un truc parmi d'autres. Non. C'est un passage initiatique vers quelque chose de beaucoup plus profond. Une porte qui s'ouvre sur l'immensité de votre potentiel intérieur. Un potentiel qui attend depuis toujours d'être réveillé. L'universalité et la simplicité, un pouvoir accessible à tous. Depuis le début de mon enseignement, j'ai toujours insisté sur une vérité fondamentale, une vérité qui dérange parfois les tenants des traditions ésotériques complexes. La transformation intérieure profonde n'a absolument pas besoin d'outils compliqués, de rituels élaborés ou de connaissances secrètes. Le regard élevé en est la preuve vivante, éclatante, irréfutable. Il suffit littéralement de fermer les yeux avec douceur, de lever légèrement le regard intérieur vers le haut, et voilà, instantanément, le cerveau reçoit le message clair qu'il est temps de ralentir, de changer de fréquence, de passer en mode réceptif. Pas besoin d'encens, pas besoin de musique particulière, pas besoin de longues heures de méditation préparatoire assise dans une position inconfortable. Un geste minimal produit un effet maximal. C'est le principe même de l'efficacité naturelle. Et le plus beau, ce qui me remplit toujours d'une joie profonde quand j'en parle, c'est que n'importe qui, absolument n'importe qui peut le faire immédiatement, sans distinction d'âge, de culture, de conditions physiques ou sociales. Je me souviens avec une clarté parfaite d'un jeune étudiant universitaire qui, au tout début de sa participation à mes ateliers, se plaignait constamment de ne pas réussir à calmer le tourbillon incessant de ses pensées. Son esprit était comme une machine emballée, tournant sans arrêt, passant d'une idée à l'autre, d'une inquiétude à la suivante. Il avait déjà essayé plusieurs méthodes de méditation, toutes lui semblaient hors de portée, trop difficiles, trop exigeantes. Je lui ai montré cette technique du regard élevé, avec patience, sans attente démesurée. Et à sa grande surprise, à son étonnement presque enfantin, en quelques secondes seulement, l'agitation mentale qui le harcelait constamment s'était apaisée comme par enchantement. Ce n'était pas de la magie, mais c'était magique dans son effet immédiat. Il riait presque, incrédule, en me regardant avec des yeux ronds, c'est tout? Juste lever les yeux intérieurement? C'est vraiment tout ce qu'il faut faire? Oui, c'était tout. Simplement cela. Et pourtant, le résultat était là, indéniable, mesurable dans son propre ressenti. Ce moment illustre parfaitement une loi que j'ai découverte au fil des années: nous compliquons tellement les choses, nous ajoutons tellement de couches d'instruction, de conditions, de préparation, que nous oublions complètement que le génie véritable se cache presque toujours dans la simplicité la plus épurée. Les grands principes de la nature fonctionnent toujours ainsi. La graine la plus petite devient l'arbre le plus majestueux. La goutte d'eau qui tombe patiemment finit par creuser la pierre la plus dure. Le geste le plus simple, répété avec conscience, transforme une vie entière. Ce qui rend cette pratique véritablement universelle, accessible à l'humanité tout entière sans exception, c'est précisément sa neutralité absolue. Elle n'exige pas d'adhésion à une croyance religieuse particulière, à une doctrine spirituelle spécifique. Elle ne demande pas de suivre aveuglément un maître autoproclamé ou de rejoindre une communauté fermée. C'est une technique purement physiologique, scientifique même si je puis dire, qui transcende toutes les frontières culturelles, religieuses, philosophiques. Elle peut être pratiquée absolument partout, dans n'importe quel contexte de vie quotidienne. Dans une salle de classe bruyante, au bureau entre deux réunions stressantes, même dans les transports en commun bondés aux heures de pointe. J'ai personnellement vu des hommes d'affaires, des PDG sous pression constante, l'utiliser discrètement avant de prendre une décision financière importante impliquant des millions. J'ai vu des enfants de 10 ans l'employer spontanément pour calmer leur nervosité paralysante avant un examen scolaire décisif. J'ai vu des artistes s'en servir avant de monter sur scène, des chirurgiens avant une opération délicate, des parents épuisés avant d'affronter une journée difficile. C'est une ressource que chacun porte naturellement en soi, comme on porte ses mains ou ses yeux. Et quelle élégance extraordinaire dans cette accessibilité totale. Quelle démocratisation magnifique du pouvoir de transformation intérieure.
Pas besoin d'attendre des conditions parfaites, mythiques, introuvables. Pas besoin d'une retraite dans un monastère himalayen, d'une semaine de jeûne préparatoire, d'un alignement planétaire favorable. Un coin relativement tranquille, même juste un instant de solitude dans des toilettes si nécessaire, une minute de disponibilité mentale, et déjà l'expérience peut commencer. Imaginez précisément cette scène, visualisez-vous dans ce moment, vous êtes dans un couloir d'entreprise, l'environnement est bruyant, stressant, agressif. Votre cœur bat trop vite, trop fort, presque douloureusement. Dans quelques minutes, vous devez entrer dans une réunion décisive où votre carrière se joue peut-être. L'anxiété monte, menaçant de vous submerger complètement. Vous trouvez un coin isolé, vous fermez les yeux quelques instants. Vous levez légèrement le regard intérieur vers le haut. Et soudain, comme une vague apaisante qui déferle de l'intérieur, un calme inattendu s'installe progressivement. Votre respiration se régule naturellement. Votre rythme cardiaque ralentit. Vos pensées s'organisent. Voilà la magie authentique de cette simplicité radicale. Elle agit même, surtout peut-être, dans les contextes les plus banals, les plus ordinaires, les plus éloignés d'une atmosphère spirituelle traditionnelle. C'est justement là que réside sa force révolutionnaire. Elle ne nécessite pas de se retirer du monde, mais au contraire de mieux y vivre, plus sereinement, plus efficacement. J'ai souvent utilisé cette métaphore pour mes étudiants, cette technique est exactement comme une poignée de porte invisible, présente sur chaque mur de votre existence. Vous pouvez l'ignorer complètement toute votre vie, passer à côté sans la voir, rester prisonnier de vos états de stress et d'agitation. Mais elle est là, constamment là, patiemment là, prête à être saisie à tout moment. Quand vous la découvrez enfin, quand vous apprenez à la saisir avec confiance, vous réalisez avec émerveillement que le seuil vers la tranquillité intérieure n'était jamais loin, jamais inaccessible, jamais difficile à atteindre. Il était simplement invisible par ignorance, caché par notre conditionnement culturel qui nous fait chercher la complexité là où règne la simplicité. Beaucoup de mes étudiants, au fil des mois et des années, m'ont confié avoir complètement adopté ce réflexe dans leur quotidien le plus banal. Ils l'ont intégré aussi naturellement qu'on met une clé dans une poche avant de sortir. C'est devenu un compagnon invisible, toujours disponible, toujours efficace, toujours fidèle. Avant une conversation difficile avec un proche, il ferme les yeux 30 secondes. Avant de prendre le volant dans un trafic dense, il s'offre ce moment de recentrage. Avant de s'endormir après une journée épuisante, il utilise ce passage vers la détente. C'est devenu aussi automatique, aussi naturel que se laver les dents ou respirer. Il est parfaitement vrai qu'au premier abord, lors de la première présentation, beaucoup de personnes émettent des doutes légitimes. Ils me regardent avec scepticisme et me disent franchement, c'est trop simple pour être vrai. Si c'était si efficace, tout le monde le saurait déjà. Ça ne peut pas marcher vraiment. Ce scepticisme initial, je le comprends parfaitement. Notre culture moderne nous a conditionnés à croire que seul ce qui est compliqué, coûteux, difficile d'accès peut avoir une vraie valeur. Nous avons perdu le sens de la simplicité naturelle. Mais invariablement, après avoir essayé la technique, après avoir vécu l'expérience dans leur propre corps, leurs propres résultats deviennent la preuve irréfutable. Le scepticisme se transforme naturellement en conviction profonde, inébranlable. Et là, à ce moment précis de basculement, ils comprennent viscéralement que la puissance authentique du mental n'a absolument pas besoin d'artifices, de cérémonies, de complications intellectuelles. C'est exactement comme découvrir qu'une source d'eau claire et fraîche, intarissable, coulait déjà sous vos pieds depuis toujours. Vous mourriez de soif en cherchant au loin, en escaladant des montagnes, en traversant des déserts, alors qu'il suffisait d'un petit geste pour atteindre cette eau vitale qui était là, juste là, attendant patiemment votre attention. Ce caractère fondamentalement accessible à tous, sans exception aucune, est à mes yeux une révolution silencieuse mais profonde. Car si réellement il est possible de déclencher en quelques secondes à peine un état authentique de détente consciente, de clarté mentale, d'équilibre intérieur, cela signifie quelque chose de monumental pour l'humanité. Cela signifie que chacun, absolument chacun, peut prendre en main son propre équilibre intérieur, sa propre santé mentale, son propre bien-être psychologique. Pas de dépendance envers un thérapeute coûteux, pas de médicaments aux effets secondaires problématiques, pas de coûts financiers prohibitifs, pas de hiérarchie spirituelle qui s'intercale entre vous et votre propre pouvoir. Juste un geste simple, gratuit, immédiat. Une expérience directe, personnelle, vérifiable. Une liberté intérieure authentique à la portée de tous, vraiment tous, sans discrimination d'aucune sorte.
C'est profondément démocratique, profondément égalitaire, profondément révolutionnaire dans ses implications sociales. Et invariablement, quand mes élèves commencent à intégrer cette pratique, à en ressentir les bienfaits concrets, ils me posent la question suivante, la question naturelle, et ensuite? Que se passe-t-il après? Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a rien de plus? Et je leur réponds toujours avec un sourire complice, la beauté profonde de cette technique, c'est justement qu'elle n'est absolument pas une fin en soi, un aboutissement. C'est un commencement, une ouverture, une invitation. Ce petit mouvement de regard n'est que la première marche d'un escalier beaucoup plus vaste, beaucoup plus vertigineux. Derrière cette première porte s'en cachent d'autres, de plus en plus fascinantes. Des changements physiologiques encore plus profonds. Une paix de l'esprit qui devient durable, stable, inébranlable. Et des découvertes encore plus étonnantes, plus transformatrices sur les capacités réelles de votre conscience. Point les effets physiologiques et psychologiques immédiats. Au fil de mes années d'enseignement, de mes milliers d'heures passées à observer, à guider, à accompagner, j'ai pu constater avec une régularité scientifique les effets immédiats, presque instantanés, que le regard élevé provoque sur le corps et l'esprit humain dans leur totalité indivisible. Les témoignages de mes élèves se ressemblaient de manière frappante, révélant un pattern universel, reproductible. Une respiration qui devient spontanément plus ample, plus profonde, plus complète, remplissant les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Un rythme cardiaque qui se régule naturellement, qui ralentit sans effort, passant d'une agitation stressante à un battement paisible et régulier. Et surtout, ce qui me touchait toujours profondément dans leur récit, une sensation tangible de paix intérieure qui s'installe progressivement, comme une vague douce qui déferle de l'intérieur, envahissant chaque cellule, chaque pensée, chaque parcelle de conscience. Ce n'était jamais une illusion collective, jamais un effet de groupe ou de suggestion hypnotique. Non. C'était à chaque fois une réponse physiologique authentique, mesurable si l'on disposait des instruments appropriés. Le système nerveux, apaisé par la baisse significative de l'activité cérébrale excessive, retrouvait naturellement son équilibre optimal, son point d'homéostasie parfaite. Et chaque fois, absolument chaque fois que j'observais ce phénomène se produire devant moi, je savais avec une certitude absolue que nous touchions quelque chose de fondamental. Pas une technique de relaxation superficielle parmi d'autres, mais un véritable levier de transformation inscrit dans notre biologie même. Je me rappelle avec une émotion particulière d'un cadre supérieur épuisé, littéralement vidé de son énergie vitale, venu à mes séminaires avec une fatigue chronique qui le minait depuis des années. Son médecin lui avait prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques, sans résultat vraiment satisfaisant. Il était devenu l'ombre de lui-même, un fantôme traversant mécaniquement ses journées. Après seulement quelques minutes de pratique du regard élevé, accompagné d'une respiration consciente, il m'a confié ressentir une légèreté physique et mentale qu'il n'avait pas connue depuis des années, peut-être même depuis son adolescence insouciante. Son visage entier s'était détendu, révélant des traits plus doux, plus jeunes presque. Ses épaules, constamment crispées sous le poids du stress, s'étaient relâchées naturellement, comme libérées d'un fardeau invisible. C'est incroyable, m'a-t-il dit avec une voix tremblante d'émotion, les larmes aux yeux. C'est comme si mon corps entier avait enfin compris, après toutes ces années de lutte, qu'il pouvait respirer librement, qu'il avait le droit de se détendre, que la survie permanente n'était pas la seule option. Voilà précisément la puissance transformatrice de ce petit ajustement du regard, apparemment insignifiant de l'extérieur. Un simple geste, une orientation différente de l'attention, et soudain des tensions accumulées depuis des années, des décennies parfois, se libèrent comme par miracle. Le corps retrouve une mémoire enfouie de ce que signifie vraiment se détendre, de ce qu'est le repos authentique. D'autres élèves constataient avec émerveillement que leur esprit devenait progressivement plus clair, plus lumineux, plus organisé. Les pensées, jusque-là dispersées dans 1000 directions contradictoires, tourbillonnant chaotiquement sans but précis, commençaient à s'organiser naturellement. Des priorités émergeaient spontanément. Des solutions à des problèmes anciens apparaissaient comme par évidence, comme si elles avaient toujours été là, simplement cachées par le brouillard mental. C'était comme si une tempête intérieure laissait progressivement place à un ciel dégagé, cristallin, d'une clarté parfaite. Une étudiante en médecine, submergée par la quantité astronomique de matière à assimiler, me confia un jour avec une gratitude palpable, c'est véritablement la première fois de ma vie que j'arrive à étudier sans sentir ce chaos mental permanent qui me paralysait. Je peux enfin me concentrer vraiment, profondément, sans que mon esprit parte dans 15 directions simultanément. Rien n'avait objectivement changé dans son environnement extérieur. Les examens étaient toujours aussi exigeants,
les livres toujours aussi épais et intimidants, les journées toujours aussi chargées et épuisantes. Mais à l'intérieur, dans son paysage mental, dans sa géographie intérieure, une harmonie nouvelle s'était installée. Une capacité retrouvée de focaliser l'attention sans dispersion constante, sans ce bavardage mental épuisant. J'ai toujours insisté fermement sur ce point fondamental auprès de mes étudiants, le corps et l'esprit ne sont absolument pas deux réalités séparées, deux entités distinctes qui coexisteraient indépendamment l'une de l'autre. C'est une illusion, une construction artificielle de notre culture cartésienne occidentale qui aime tout compartimenter, tout séparer, tout analyser en parties isolées. En réalité, ils forment un tout indivisible, une unité psychosomatique parfaite, un système intégré où chaque partie influence instantanément toutes les autres. Quand le mental ralentit son rythme effréné, son mouvement perpétuel, le corps suit instantanément. Quand le corps s'apaise, se détend, relâche ses tensions musculaires, l'esprit s'ouvre naturellement, devient plus réceptif, plus créatif, plus fluide. Le regard élevé agit précisément comme un chef d'orchestre silencieux mais omnipotent, rétablissant une symphonie intérieure harmonieuse. Il ne force rien, il ne contraint rien, il invite simplement chaque instrument, chaque partie de l'être, à retrouver son rythme naturel, sa note juste. C'est exactement ce que nous appelons techniquement l'état alpha dans les neurosciences. Un espace de conscience modifié où tout fonctionne en meilleure cohérence, en meilleure synchronicité. Où l'être entier, corps physique, émotions, pensées, énergie vitale, respire enfin dans le même rythme paisible, dans la même fréquence apaisée et harmonieuse. Parfois, les effets se manifestent de manière extrêmement subtile au début, presque imperceptible pour celui qui ne sait pas quoi observer, mais ils deviennent durables et s'amplifient avec la pratique régulière. Une mère de famille débordée, perpétuellement épuisée par le jonglage constant entre travail et responsabilité familiale, m'a confié avec reconnaissance que depuis qu'elle utilisait consciemment cette pratique chaque soir, ses nuits étaient devenues qualitativement différentes, transformées. Moins d'insomnie tortueuse où l'on rumine les soucis pendant des heures dans l'obscurité. Moins de réveils brusques en pleine nuit, le cœur battant, l'esprit en alerte maximale, incapable de se rendormir. Le simple fait d'apaiser systématiquement son esprit avant de dormir, en utilisant le regard élevé combiné à une respiration lente et profonde, lui ouvrait chaque soir la porte d'un sommeil véritablement réparateur, profond, régénérant. Ce sont précisément ces détails du quotidien, ces petites améliorations qui semblent anodines aux yeux des autres, qui démontrent réellement la portée pratique de cette technique. Pas besoin de résultats spectaculaires, de guérisons miraculeuses instantanées dignes d'un conte de fées. Les petites améliorations constantes, cumulées jour après jour, semaine après semaine, changent déjà radicalement une vie entière, transforment complètement la qualité de l'existence. Bien sûr, certains élèves me demandaient avec inquiétude, avec un doute légitime teinté d'anxiété, et si ça ne marche pas sur moi? Et si je suis l'exception à la règle? Et si mon esprit est trop agité, trop rebelle, trop endommagé pour ça? Je leur répondais toujours avec patience, compréhension et compassion que l'effet n'est effectivement pas toujours spectaculaire, bouleversant dès la première tentative. Ce serait merveilleux mais irréaliste de s'attendre à cela. C'est exactement comme un muscle qui doit se renforcer progressivement avec l'entraînement régulier et patient. Le mental, cette structure complexe façonnée par des années d'habitude et de conditionnement, apprend peu à peu à se synchroniser avec ce nouveau signal. Il apprend à reconnaître le message du regard élevé, à répondre plus rapidement et plus profondément à chaque répétition. C'est un processus d'apprentissage neurologique, de création de nouveaux circuits dans le cerveau. Mais les signes sont toujours là, observables, vérifiables, même s'ils sont subtils au début. Une respiration qui s'approfondit naturellement, même légèrement, même de quelques millimètres. Un cœur qui se calme progressivement, battement après battement, passant de 80 pulsations par minute à 70, puis 60. Une pensée obsédante qui ralentit son rythme infernal, qui perd progressivement de son intensité oppressante. C'est déjà la preuve tangible, mesurable, que le mécanisme neurologique est enclenché, que le processus de transformation fonctionne, que quelque chose change réellement à l'intérieur. Avec l'expérience accumulée de milliers de cas observés, analysés, accompagnés au fil des décennies, j'ai profondément compris que cet équilibre retrouvé n'est jamais seulement une détente passagère, un moment agréable sans conséquences durables sur la vie. Non. Il ouvre véritablement la voie à une nouvelle manière de vivre son quotidien tout entier, de l'habiter différemment. Moins de stress chronique qui empoisonne chaque moment, chaque interaction, chaque décision. Plus de clarté mentale pour prendre des décisions alignées avec vos valeurs profondes.
Une meilleure capacité de discernement dans les situations complexes et ambiguës. Une énergie vitale mieux gérée, mieux distribuée tout au long de la journée au lieu d'être brûlée en pure perte dans l'anxiété. C'est un cercle vertueux qui s'enclenche naturellement, presque automatiquement. Plus le corps apprend à se relâcher facilement, rapidement, plus l'esprit devient lucide, pénétrant, capable de voir clairement. Et plus la vie entière gagne en fluidité, en harmonie, en synchronicité presque magique. Les obstacles qui semblaient insurmontables deviennent surmontables. Les solutions émergent plus naturellement, comme si elles venaient à vous plutôt que vous deviez les chercher désespérément. Les relations s'améliorent significativement car nous devenons naturellement moins réactifs émotionnellement, moins susceptibles de nous emporter dans la colère ou la défensive. Nous répondons avec plus de sagesse au lieu de réagir impulsivement. Et chaque fois que mes étudiants s'émerveillaient authentiquement de ces résultats concrets dans leur vie quotidienne, chaque fois qu'ils venaient me raconter avec enthousiasme leurs petites victoires, je leur rappelais toujours avec un sourire complice et bienveillant, ce que vous vivez maintenant, c'est magnifique, c'est important, c'est précieux, mais comprenez bien que ce n'est encore que le début du voyage. Le début seulement. Car ces effets physiologiques et psychologiques immédiats, aussi transformateurs et libérateurs soient-ils dans l'expérience quotidienne, ne sont en réalité qu'une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Derrière cette première porte s'en cache une autre, plus fascinante encore, plus puissante dans ses implications. Un outil de visualisation créatrice d'une puissance extraordinaire que peu de gens soupçonnent, la possibilité concrète de projeter consciemment ses pensées les plus profondes, ses désirs les plus authentiques sur une surface intérieure, un écran mental que j'ai nommé la toile mentale. Une toile qui permet de donner forme tangible, substance visible à ses idées, à ses désirs, à ses intentions les plus secrètes et de les transformer progressivement en réalité manifestée. La toile mentale, l'écran intérieur de création. Lorsque j'ai introduit pour la première fois la notion révolutionnaire de toile mentale dans mes enseignements, beaucoup de participants ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une simple métaphore poétique, d'une image littéraire destinée à embellir le discours spirituel. Mais non, absolument pas. Je parlais d'un outil concret, tangible dans l'expérience subjective, d'un espace intérieur réel où l'esprit peut véritablement se concentrer et créer avec une efficacité remarquable. Les yeux doucement fermés, le regard légèrement dirigé vers le haut comme nous l'avons appris dans les étapes précédentes, une surface imaginaire se dessine progressivement, naturellement, au-dessus de l'horizontale dans votre champ de vision intérieure. Ce n'est pas quelque chose que vous devez forcer artificiellement ou inventer de toutes pièces. C'est plutôt quelque chose qui émerge organiquement quand vous créez les bonnes conditions mentales et physiologiques. C'est précisément là, sur cette toile intérieure stable et claire, que je demandais à mes élèves de projeter consciemment leurs images mentales les plus importantes, leurs symboles personnels chargés de sens, leurs désirs les plus profonds et authentiques, leurs objectifs les plus essentiels pour leur vie. Cette toile devenait littéralement un écran intérieur, clair et stable, où la pensée abstraite et évanescente se transformait en force créatrice concrète, en énergie dirigée intentionnellement vers une manifestation future. Je me souviens particulièrement d'un étudiant ingénieur, très rationnel dans sa formation, très cartésien dans son approche de la vie, qui avait d'immenses difficultés à se visualiser réussissant un examen professionnel crucial pour l'avancement de sa carrière. Son esprit analytique hyper développé sabotait constamment, systématiquement ses tentatives de visualisation positive. Il voyait surtout, presque exclusivement, ses échecs potentiels, ses erreurs possibles, tout ce qui pourrait mal tourner. Je lui ai proposé patiemment, sans jugement, d'utiliser cette technique de la toile mentale de manière très structurée, presque scientifique pour correspondre à sa mentalité. Au début, comme c'est souvent le cas, il ne voyait qu'une ombre floue, une forme vague et indistincte sur son écran intérieur. L'image manquait de netteté, de précision, de vie. Mais à mesure qu'il répétait consciencieusement l'exercice, jour après jour avec discipline et régularité, son image devenait progressivement plus nette, plus détaillée, plus vivante, presque photographique dans sa clarté. Il commençait à se voir avec une précision étonnante assis à son bureau d'examen, concentré mais parfaitement serein, écrivant avec assurance et fluidité naturelle. Il pouvait visualiser les moindres détails sensoriels, la couleur exacte de son stylo préféré, la texture légèrement rugueuse du papier sous sa main, l'expression calme et concentrée de son visage qu'il voyait comme dans un miroir intérieur, même la sensation physique de satisfaction profonde et de fierté dans sa poitrine, ce sentiment chaud qui accompagne le succès. Plus il nourrissait méthodiquement cette scène intérieure de détails sensoriels précis, plus son anxiété paralysante diminuait objectivement, mesure après mesure. Elle était progressivement remplacée par une confiance nouvelle,
étrange et inhabituel pour lui qui doutait chroniquement de ses capacités malgré ses compétences réelles. Quelques semaines plus tard, après avoir réussi brillamment son examen avec une des meilleures notes de sa promotion, il est revenu me voir avec des yeux émerveillés, presque incrédule devant sa propre expérience. C'était exactement, précisément comme dans ma visualisation répétée. J'avais déjà vécu cette scène des dizaines de fois intérieurement pendant mes pratiques quotidiennes. Quand je m'y suis retrouvé réellement, physiquement, c'était presque familier, presque facile, comme si je rejouais simplement une scène déjà maîtrisée. Voilà précisément la puissance extraordinaire de cet écran intérieur structuré. Il organise méthodiquement l'imagination, qui autrement resterait diffuse, dispersée et donc inefficace dans sa capacité créatrice. Il la canalise comme un barrage canalise l'eau, la concentre comme une lentille concentre la lumière, la met véritablement au service du succès concret, de la réalisation effective et tangible. Cette toile mentale n'est absolument pas un simple décor intérieur sans conséquence, une fantaisie agréable mais inutile pour se divertir l'esprit. Non. Elle agit fonctionnellement comme un point focal extrêmement puissant, réduisant drastiquement les distractions mentales innombrables qui nous assaillent constamment dans notre vie moderne hyperconnectée. Au lieu de se perdre dans 1000 pensées contradictoires qui se bousculent, dans 1000 scénarios catastrophes imaginaires, dans 1000 doutes paralysants qui tournent en boucle, l'esprit se concentre naturellement, presque magnétiquement sur une seule image claire, une seule intention dirigée avec précision. Et ce phénomène de focalisation intense a une conséquence neurologique directe, mesurable par les instruments modernes, la pensée devient exponentiellement plus claire, plus dirigée, plus puissante dans son impact sur le subconscient et donc sur la réalité future. J'ai souvent comparé ce processus fascinant à l'effet physique bien connu d'une loupe qui concentre les rayons diffus de la lumière du soleil. Séparément, individuellement, ces rayons lumineux réchauffent agréablement la peau mais sans grand effet transformateur. Mais concentré en un seul point minuscule par la lentille convergente, le rayon devient assez puissant pour littéralement allumer un feu, brûler du papier, même enflammer du bois sec. De la même manière exactement, identiquement, une pensée focalisée intensément sur la toile mentale, nourrie d'émotions et de répétitions, peut transformer concrètement la réalité extérieure. Ce n'est absolument pas du mysticisme vague et nébuleux, c'est de la psychologie appliquée rigoureuse, de la neuroplasticité dirigée consciemment, des principes scientifiques utilisés avec intention. Certains élèves me demandaient avec curiosité légitime, souvent avec un scepticisme initial compréhensible, mais pourquoi imaginer spécifiquement sur cette toile et non ailleurs dans mon esprit vagabond? Quelle différence concrète cela fait-il vraiment de localiser l'image à cet endroit précis? La raison est à la fois simple dans son principe et profonde dans ses implications neurophysiologiques. L'esprit humain adore naturellement les repères, les structures claires, les cadres définis. C'est ainsi qu'il fonctionne optimalement depuis des millénaires d'évolution. En fixant consciemment un espace précis au-dessus de l'horizontale dans votre vision intérieure, nous donnons au cerveau un cadre stable, un territoire délimité, une adresse mentale précise où concentrer toute son attention créatrice. C'est exactement, métaphoriquement, comme accrocher un tableau magnifique sur un mur blanc immaculé dans une pièce vide et neutre. Soudainement, instantanément, le tableau devient impossible à ignorer. Il attire naturellement, magnétiquement le regard de quiconque entre dans la pièce. Il structure l'espace visuel, il crée un point focal. De la même manière exacte, la toile mentale structure profondément l'expérience intérieure chaotique et rend la visualisation infiniment plus tangible, plus stable, plus efficace, plus transformatrice dans ses effets sur le subconscient. J'ai vu au fil de mes années d'enseignement des personnes de tous horizons utiliser brillamment cette technique pour des objectifs extrêmement variés, couvrant littéralement tous les domaines possibles de l'existence humaine. Un sportif de haut niveau, olympique, visualisait méticuleusement ses mouvements techniques parfaits avant une compétition internationale décisive, voyant chaque geste dans les moindres détails, sentant chaque muscle se contracter exactement au bon moment avec la bonne intensité. Une femme courageuse en convalescence après une maladie grave et débilitante projetait quotidiennement, religieusement sur sa toile son image future en pleine santé rayonnante, débordante d'énergie vitale retrouvée, accomplissant des activités qu'elle aimait. Un entrepreneur ambitieux et visionnaire y dessinait mentalement les étapes précises de son projet innovant, voyant le succès comme déjà accompli dans tous ses détails, sentant les émotions de la réussite. Tous utilisaient fondamentalement la même toile mentale, le même espace intérieur structuré, la même technique de base. Mais chacun y déposait ses propres images uniques, ses propres désirs spécifiques et personnels, ses propres intentions alignées avec ses valeurs profondes. Et tous, absolument tous sans exception découvraient progressivement, avec émerveillement,
que leur esprit réagissait puissamment en conséquence, comme si ces images projetées avec émotion devenaient déjà des réalités possibles, des futurs probables, des chemins tracés à suivre naturellement. Au fond, dans son essence la plus profonde, cette toile mentale fonctionne exactement comme une scène de théâtre intérieur sophistiquée. Nous en sommes simultanément l'acteur principal qui joue le rôle avec conviction, le metteur en scène qui dirige l'action avec intention, et le spectateur qui observe la performance avec attention. En y projetant consciemment, intentionnellement nos images désirées chargées d'émotions positives, nous écrivons littéralement, concrètement le scénario de notre vie future. Nous devenons les auteurs de notre propre histoire au lieu d'être simplement des personnages passifs dans un script écrit par d'autres. Et voici le secret neurologique absolument fascinant que les neurosciences modernes confirment de plus en plus, l'esprit subconscient, cette partie immense et puissante de notre psyché qui représente peut-être 95% de notre activité mentale totale, ne distingue pas clairement, pas nettement, le réel physiquement vécu de l'imaginaire intensément ressenti avec tous ses détails sensoriels. Pour lui, pour cette intelligence profonde, une expérience vividement visualisée avec émotion, avec tous les détails visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs même, est presque aussi réelle, presque aussi formatrice qu'une expérience physiquement vécue dans le monde extérieur. C'est pour cela que les athlètes professionnels utilisent la visualisation mentale pour améliorer leur performance réelle. C'est précisément là que commence la véritable magie du processus de transformation personnelle profonde. La pensée cesse complètement d'être une abstraction évanescente, un vœu pieux sans conséquence sur le monde réel, une fantaisie agréable mais stérile. Elle devient une graine de transformation concrète, plantée avec soin dans le sol infiniment fertile du subconscient. Un jour mémorable que je n'oublierai jamais, une élève particulièrement perspicace m'a dit avec une clarté lumineuse qui m'a profondément touché, j'ai enfin compris le principe fondamental de cette technique. Ce n'est pas moi qui dois courir désespérément, frénétiquement derrière mes désirs comme après un bus qui part sans m'attendre et que je n'atteindrai jamais. C'est moi qui dois les peindre patiemment, amoureusement, avec tous les détails possibles sur cette toile intérieure. Les créer d'abord en moi, dans mon monde intérieur, avant qu'ils puissent exister autour de moi, dans le monde extérieur. Elle avait absolument raison. Elle avait saisi intuitivement l'essence même de la pratique, le cœur du processus créateur. La toile mentale n'est jamais un jeu d'imagination futile et puéril, une fantaisie d'enfant sans conséquence sur la réalité concrète. C'est un instrument sérieux et puissant de programmation neuronale, de création de nouveaux circuits synaptiques dans le cerveau, de modification des patterns de pensée habituels. Chaque image répétée consciemment, régulièrement, avec émotion sincère et conviction profonde, devient exactement comme une graine végétale plantée avec soin dans un jardin fertile et bien préparé. Vous ne voyez absolument rien immédiatement après l'avoir plantée en terre. La surface semble identique, inchangée. Mais sous la surface invisible, dans l'obscurité protectrice de la terre, la germination commence mystérieusement. Les racines s'étendent progressivement, cherchant l'eau et les nutriments. La vie s'organise selon un plan invisible mais réel. Des forces puissantes sont à l'œuvre. Et tôt ou tard, inévitablement si vous maintenez patiemment les bonnes conditions d'arrosage et d'ensoleillement, cette graine invisible germe, pousse, émerge dans la réalité extérieure visible sous forme de circonstances favorables apparemment fortuites, de synchronicités étonnantes qui vous font dire « quel hasard », d'opportunités inattendues qui se présentent naturellement, de résultats concrets et tangibles. Voilà pourquoi j'affirme avec force et conviction que la toile mentale n'est absolument pas une métaphore philosophique vague et nébuleuse, mais une pratique concrète aux effets mesurables et vérifiables. Elle canalise puissamment l'énergie mentale naturellement dispersée. Elle structure l'expérience intérieure autrement chaotique et confuse. Elle prépare méticuleusement, méthodiquement le terrain psychologique pour les exercices encore plus avancés et profonds qui viennent ensuite dans la progression. Car une fois cette surface intérieure stabilisée et maîtrisée, une fois que vous maîtrisez véritablement l'art de projeter clairement vos images sur cette toile avec netteté et émotion, il devient possible, naturel même, de l'enrichir considérablement avec d'autres éléments complémentaires et synergiques. La respiration consciente qui amplifie puissamment l'énergie de l'image projetée. Les décomptes progressifs qui approfondissent systématiquement l'état de conscience modifié. Les affirmations positives qui renforcent verbalement l'intention visuelle. Autant de moyens sophistiqués et efficaces pour plonger encore plus profondément, encore plus efficacement dans l'état alpha favorable à la création, et même au-delà, vers les niveaux mystérieux θ et δ où la magie véritable de la transformation commence vraiment, où l'extraordinaire devient possible, où les limites habituelles de la conscience s'effacent progressivement pour révéler un potentiel insoupçonné. La respiration consciente, le pont vivant entre corps et esprit.
Quand mes élèves s'habituaient progressivement à utiliser avec succès la toile mentale, quand ils commençaient à voir clairement leurs images intérieures se dessiner avec netteté et stabilité, je leur proposais naturellement une étape supplémentaire qui décuplait littéralement l'efficacité de toute la pratique, associer intimement, profondément l'image mentale à la respiration consciente. Car la respiration, ce processus automatique que nous prenons tellement pour acquis que nous l'oublions complètement, est en réalité le pont le plus simple, le plus direct, le plus puissant entre le corps physique et l'esprit créateur. C'est véritablement la seule fonction physiologique qui possède cette double nature fascinante, elle est à la fois automatique et volontaire, inconsciente et consciente. Vous respirez naturellement sans y penser pendant votre sommeil profond, votre corps maintient ce rythme vital sans aucune intervention de votre volonté. Mais vous pouvez aussi, à tout moment, contrôler consciemment, délibérément chaque inspiration, chaque expiration, modifier le rythme, la profondeur, la qualité de votre souffle. En inspirant profondément, lentement, consciemment, je demandais à mes élèves d'imaginer, de visualiser que leur image projetée sur la toile mentale se chargeait progressivement d'énergie vitale pure, de force créatrice universelle, de puissance manifestatrice cosmique. Comme si chaque inspiration apportait littéralement de la lumière brillante, de la substance éthérique, de la vie concentrée directement à l'image. Puis, en expirant complètement, calmement, profondément, cette énergie vitale accumulée se fixait solidement, définitivement sur la toile intérieure, comme si l'image devenait instantanément plus réelle, plus solide, plus matérielle, plus ancrée dans la conscience profonde et donc plus proche de la manifestation physique. Ce rythme synchronisé parfaitement, cette danse harmonieuse et naturelle créait une sorte de ballet intérieur fascinant, presque hypnotique entre le souffle physique tangible et la pensée créatrice subtile. Une union mystique entre la matière et l'esprit, entre le visible et l'invisible. Je me souviens particulièrement d'un homme d'affaires pragmatique et rationnel, habitué exclusivement aux résultats concrets et mesurables, aux chiffres qui ne mentent pas, qui au tout début se montrait franchement sceptique, presque hostile envers cette dimension respiratoire qu'il trouvait trop ésotérique pour son goût. Visualiser, d'accord, je peux comprendre intellectuellement le concept, me disait-il avec une pointe d'impatience visible dans sa voix et son langage corporel. C'est comme créer un plan mental, un blueprint intérieur. Mais quel rapport concret, tangible avec la respiration physique? Pourquoi compliquer inutilement les choses avec cet élément supplémentaire? Après quelques séances guidées patiemment où il a finalement accepté d'expérimenter sans préjugés ni résistance intellectuelle, il est revenu me voir complètement transformé dans son attitude, visiblement étonné, presque bouleversé par sa propre expérience vécue. C'est absolument fascinant, presque troublant, m'a-t-il confié avec une sincérité désarmante. J'ai l'impression profonde, viscérale que ma respiration et mes images mentales se renforcent mutuellement dans une spirale positive, ascendante. Quand je respire profondément et consciemment, avec intention, mon image devient vivante, presque palpable, comme si elle prenait chair. Et inversement, quand mon image est claire et chargée émotionnellement, ma respiration s'apaise naturellement, devient plus fluide, plus ample, plus satisfaisante. Voilà exactement la clé fondamentale de cette synergie puissante et naturelle. Ce lien réciproque, cette boucle de rétroaction positive amplifie exponentiellement l'efficacité de toute la technique. C'est comme si deux forces séparées s'unissaient pour créer quelque chose de bien plus grand que leur simple addition mathématique. La respiration consciente n'est absolument pas seulement une aide accessoire, un petit plus optionnel. Non. Elle agit véritablement comme un amplificateur biologique naturel, un catalyseur organique. Elle ralentit naturellement, organiquement le rythme cardiaque parfois trop rapide, apaise profondément le système nerveux sympathique souvent suractivé, et ouvre progressivement un espace intérieur plus vaste, plus réceptif où l'image mentale peut s'imposer avec bien plus de force, de clarté, de puissance transformatrice. C'est un peu comme tendre soigneusement une toile de peinture avant d'y travailler. Si elle est lâche, mal tendue, la couleur se disperse de façon incontrôlée, l'effet artistique est dilué, les coups de pinceau manquent de précision. Si elle est correctement tendue, bien préparée, chaque coup de pinceau devient précis, contrôlé, puissant dans son impact visuel. De la même manière exacte, identique, la respiration consciente et profonde tend métaphoriquement la toile mentale pour la rendre infiniment plus réceptive, plus stable, plus efficace comme surface de projection créatrice. J'enseignais souvent à mes groupes un exercice simple mais puissant que j'avais perfectionné au fil des années. Comptez mentalement de 10 à 1 en respirant lentement, profondément, consciemment, en projetant systématiquement une image positive claire sur la toile mentale à chaque expiration complète. Ce décompte progressif, cette descente numérique avait un double effet synergique absolument remarquable.
Premièrement, il plongeait méthodiquement les élèves dans un état alpha de plus en plus profond, de plus en plus stable, les ondes cérébrales ralentissant progressivement à chaque nombre. Deuxièmement, il consolidait puissamment l'image mentale, l'ancrait plus profondément dans le subconscient réceptif à chaque répétition. À la fin du décompte complet, arrivé au nombre 1, les personnes ouvraient généralement les yeux avec une expression particulière, presque émerveillée, et disaient invariablement quelque chose comme « c'est extraordinaire, presque irréel ». C'est comme si je venais de vivre réellement cette scène visualisée, avec toutes les sensations physiques et émotionnelles. Ce n'était plus de l'imagination abstraite, c'était une expérience vécue. Ce sentiment profond de réalité expérientielle est justement, précisément ce qui rend la technique si puissante dans ses effets transformateurs. Le subconscient enregistre l'expérience comme réelle, comme déjà accomplie, et organise ensuite inconsciemment toutes les ressources intérieures pour la manifester dans la réalité extérieure. Il n'est absolument pas rare que dès les toutes premières pratiques sérieuses, les gens sentent des manifestations physiques subtiles mais indéniables, une chaleur douce et agréable qui se diffuse dans le corps, particulièrement dans la poitrine et les mains, ou une vibration énergétique subtile, presque électrique qui parcourt la colonne vertébrale. Ce ne sont pas des phénomènes extraordinaires ou surnaturels. C'est simplement le signe tangible, mesurable que l'énergie vitale suit fidèlement l'intention consciente. L'esprit concentré et soutenu activement par la respiration profonde déclenche naturellement des réactions physiques concrètes, des modifications dans la circulation sanguine, dans le système nerveux, dans les tensions musculaires. Ces manifestations physiques, loin d'être imaginaires ou psychosomatiques au sens péjoratif, confirment objectivement que l'unité corps-esprit est véritablement activée, que les deux dimensions communiquent efficacement. Elles deviennent pour l'élève une preuve tangible, personnelle, indiscutable que ça marche vraiment, que ce n'est pas simplement une théorie philosophique mais une réalité vécue. Un jour mémorable, une mère attentionnée et créative me raconta qu'elle avait enseigné patiemment cette méthode complète à son fils anxieux et nerveux avant qu'il ne dorme le soir. Ensemble, dans une intimité apaisante, ils respiraient lentement, profondément, synchronisant leur souffle. Ils projetaient conjointement une image de tranquillité absolue sur leur toile mentale respective, une plage magnifique au coucher du soleil, avec des vagues douces qui venaient mourir sur le sable fin, un ciel aux couleurs pastel apaisantes, une sensation de paix profonde enveloppant tout. Le garçon s'endormait désormais beaucoup plus vite, en quelques minutes au lieu d'une heure de tournage dans le lit, et surtout, ces cauchemars récurrents qui le terrorisaient depuis des mois avaient complètement disparu, comme évaporés par cette nouvelle pratique régulière. Cette simplicité partagée entre parents et enfants, cette transmission naturelle et aimante me rappelait toujours avec émotion que ces techniques puissantes ne sont absolument pas réservées exclusivement aux adultes éduqués, mais appartiennent légitimement à l'humanité entière, sans distinction d'âge, de culture, de niveau intellectuel. Avec le temps et l'expérience accumulée, j'ai compris profondément que l'association intime du souffle et de l'image créait une sorte de rituel sacré accessible à tous sans dogme religieux imposé ni tradition spirituelle particulière. Elle rendait la pratique non seulement techniquement efficace, mais aussi esthétiquement belle, émotionnellement satisfaisante, spirituellement nourrissante. Le souffle donnait littéralement vie à l'image statique, l'animait comme un artiste anime son œuvre. L'image donnait inversement sens et direction au souffle mécanique, le transformait de fonction automatique en acte sacré. Et ensemble, dans cette union mystique, ils ouvraient progressivement une porte vers une conscience plus profonde, plus vaste, vers ce que j'appelais personnellement la méditation dynamique créatrice. Mais je précisais toujours, systématiquement, patiemment à mes élèves qui s'enthousiasmaient légitimement de leur progrès, ce que vous maîtrisez maintenant est magnifique, puissant, transformateur. Mais comprenez bien que ce n'est qu'un palier intermédiaire, une étape importante mais non finale. L'intégration harmonieuse de la respiration consciente et de la visualisation créatrice prépare méticuleusement le terrain psychologique et neurologique pour aller encore plus loin, encore plus profondément. Car au-delà de l'image mentale claire, au-delà du souffle maîtrisé, il existe un état encore bien plus profond, plus mystérieux, plus puissant. Une descente progressive, presque initiatique dans les niveaux alpha avancés et même θ, ces états de conscience modifiés où l'esprit accède véritablement à des ressources insoupçonnées, à des capacités latentes, à une intelligence supérieure qui dépasse largement notre conscience ordinaire limitée et conditionnée. Les niveaux profonds alpha et θ, la plongée dans l'océan de la conscience. Lorsque je guidais patiemment mes élèves vers des niveaux de conscience encore plus profonds, encore plus mystérieux, je leur expliquais toujours avec clarté que l'état alpha, aussi puissant et transformateur soit-il, n'était en réalité qu'une étape intermédiaire, une antichambre si vous voulez. Derrière lui, au-delà de ce premier voile,
s'ouvrait progressivement une porte vers un niveau encore plus subtil, plus profond, plus énigmatique de la conscience humaine, le niveau θ. Dans cet état remarquable et fascinant, les ondes cérébrales ralentissent encore davantage leur fréquence de pulsation, descendant de 8 à 13 Hz caractéristiques de l'alpha vers 4 à 8 Hz typiques du θ. Et quelque chose d'extraordinaire se produit alors, la frontière habituellement si nette entre l'état de veille consciente et le sommeil profond commence à s'effacer progressivement, à devenir floue, poreuse, perméable. C'est précisément là, dans cet espace liminal fascinant, que l'esprit devient extrêmement réceptif, extraordinairement ouvert, capable soudainement de capter des intuitions fulgurantes qui semblent venir d'ailleurs, des solutions créatives à des problèmes anciens, et même parfois des perceptions qui semblent transcender les sens ordinaires, aller au-delà des limites habituelles de la perception consciente. Un souvenir particulièrement marquant, gravé dans ma mémoire avec une netteté parfaite, est celui d'une femme entrepreneur venue à mes séminaires dans un état de désespoir palpable. Elle cherchait désespérément une solution viable pour son entreprise familiale en grande difficulté financière, au bord de la faillite après 3 générations de succès. En alpha, lors des premières séances, elle visualisait consciencieusement des idées diverses, des stratégies possibles, des scénarios de redressement. Mais en θ, lors d'une session particulièrement profonde où elle avait réussi à lâcher complètement prise, elle recevait soudain des éclairs d'intuition éblouissants, des réponses complètes qui surgissaient comme des révélations. Des solutions auxquelles elle n'avait jamais pensé consciemment, qui semblaient venir d'une source plus vaste, plus sage qu'elle-même, d'une intelligence supérieure qui se manifestait à travers elle plutôt que d'elle. Plus tard, après avoir implémenté avec succès ses intuitions et sauvé brillamment son entreprise, elle me dit avec une émotion palpable, presque religieuse, ce n'était pas comme si j'avais trouvé laborieusement une idée par réflexion logique. C'est comme si l'idée juste m'avait littéralement trouvé, comme si elle m'attendait déjà quelque part dans les profondeurs de ma conscience et avait simplement besoin que je descende assez profondément pour la découvrir. Voilà exactement l'expérience typique, caractéristique de l'état θ, cette impression mystérieuse mais indéniable d'une intelligence supérieure, d'une sagesse transcendante qui se manifeste spontanément à travers nous quand nous créons les conditions intérieures favorables. Je décrivais souvent, pour aider mes élèves à comprendre intuitivement, le θ comme un océan profond, mystérieux et vaste. L'alpha serait alors la plage où l'on se repose confortablement, où l'on observe les vagues aller et venir, où tout reste relativement familier et contrôlable. C'est agréable, relaxant, bénéfique déjà. Mais le θ, c'est plonger courageusement sous la surface des vagues, descendre dans les profondeurs marines, là où tout devient plus calme, plus silencieux, plus sombre aussi, mais infiniment plus mystérieux, plus riche en trésors cachés, en découvertes inattendues. Dans cet espace profond, les pensées conscientes habituelles, ce bavardage mental constant, se dissolvent progressivement comme du sel dans l'eau. Et le subconscient, cette immense partie cachée de notre psyché, devient enfin un allié actif, un partenaire créatif plutôt qu'un saboteur inconscient. C'est précisément là, dans ces profondeurs intérieures, que se trouvent nos souvenirs les plus enfouis, parfois depuis l'enfance la plus précoce, nos programmations intérieures les plus anciennes et les plus puissantes, et surtout, la possibilité réelle et concrète de les transformer radicalement. Beaucoup de mes élèves, au fil des années d'enseignement, ont vécu des expériences absolument étonnantes, parfois bouleversantes dans cet état θ profond. Certains accédaient spontanément à des souvenirs d'enfance complètement oubliés depuis des décennies, des scènes entières qui rejaillissaient avec une clarté photographique, révélant souvent l'origine de certains blocages ou peurs actuelles. D'autres recevaient soudainement des inspirations artistiques fulgurantes, complètes, des musiciens entendaient des mélodies entières, des écrivains voyaient des chapitres complets de leurs romans, des peintres visualisaient leurs œuvres futures dans les moindres détails. D'autres encore, et cela me fascinait toujours particulièrement, disaient avoir perçu des informations précises sur des proches absents, comme une connexion télépathique spontanée, inexplicable rationnellement. Une femme me raconta avoir senti que sa sœur, vivant à des milliers de kilomètres, traversait une crise émotionnelle grave ce jour-là précisément. Elle l'appela immédiatement après la séance, et effectivement, sa sœur était en pleine détresse, stupéfaite que quelqu'un puisse le savoir à distance. Je rappelais toujours fermement à mes élèves de ne jamais craindre ces phénomènes inhabituels, de ne pas les rejeter par peur ou scepticisme défensif. Ils ne sont absolument pas surnaturels au sens où ils violeraient les lois de la nature. Ce sont simplement des facultés naturelles de l'esprit humain, des capacités latentes présentes en chacun, réveillées et amplifiées par l'entraînement régulier et l'état de conscience approprié. Le niveau θ est également, et c'est peut-être son aspect le plus précieux thérapeutiquement, l'espace privilégié de la guérison intérieure profonde, de la transformation psychologique authentique.
J'ai personnellement vu des dizaines de personnes se libérer complètement de douleurs psychosomatiques chroniques qui résistaient aux traitements médicaux conventionnels depuis des années. J'ai vu des personnes dépasser des peurs anciennes, paralysantes, qui limitaient leur vie depuis l'enfance, peur de parler en public, peur de l'abandon, peur de l'échec. J'ai vu des individus dissoudre des blocages émotionnels profonds, des traumatismes enfouis qui empoisonnaient secrètement leur existence quotidienne. Dans ce silence intérieur profond caractéristique du Theta, le corps physique semble recevoir mystérieusement des signaux puissants de régénération cellulaire, et l'âme, si vous me permettez ce terme, retrouve une harmonie oubliée, un équilibre perdu, une paix originelle. C'est pourquoi j'insistais toujours en disant que le Theta est véritablement un état où la transformation ne se fait absolument pas par effort volontaire, par lutte héroïque, par travail acharné. Au contraire, elle se fait par ouverture totale, par lâcher-prise radicale, par acceptation profonde. On cesse de nager à contre-courant. On laisse la nature profonde de notre être agir selon sa propre intelligence innée. Bien sûr, et je dois être honnête là-dessus, entrer consciemment en Theta demande significativement plus de pratique patiente, plus de discipline douce et régulière que d'atteindre simplement l'alpha. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens réussissent brillamment dès la première tentative. Il faut une progression graduelle, une familiarisation progressive. Cela nécessite une combinaison habile de visualisation soutenue, de respiration profondément contrôlée, de décomptes progressifs qui approfondissent méthodiquement l'état, parfois même de suggestions auto-hypnotiques bien formulées. Mais invariablement, quand mes élèves me disaient avec frustration, « Je n'arrive pas à aller plus profond, je reste bloqué en alpha, je sens que je ne descends pas assez », je leur rappelais toujours avec patience et compassion que ce n'était absolument pas une chute volontaire dans un gouffre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer brutalement. C'est plutôt un lâcher-prise progressif, une détente qui s'approfondit naturellement. Plus on force mentalement, plus on essaie de contrôler le processus, plus on reste paradoxalement en surface, dans les niveaux bêta ou alpha supérieurs. Plus on se détend véritablement, plus on accepte sans résistance, plus on abandonne le contrôle conscient, plus on plonge naturellement, organiquement dans les profondeurs. C'est exactement comme s'endormir, on ne peut pas forcer le sommeil à venir, on peut seulement créer les conditions favorables et le laisser nous prendre. De même avec le Theta. Un élève particulièrement mémorable me dit un jour, après une session exceptionnellement profonde qu'il avait visiblement marquée, en Theta, j'ai senti profondément, viscéralement que je n'étais plus limité uniquement à mon corps physique, à mon identité personnelle habituelle. C'était comme si j'étais relié intimement à quelque chose d'infiniment plus grand, plus vaste, comme si les frontières de mon « moi » s'étaient temporairement dissoutes. Ce genre d'expérience peut sembler mystique, ésotérique, même inquiétante pour un esprit rationnel. Mais je l'expliquais toujours simplement, sans mysticisme inutile, c'est le cerveau qui, en ralentissant drastiquement son activité habituelle, ouvre naturellement l'accès à une dimension plus large de la réalité, à des aspects de la conscience généralement filtrés, bloqués par notre mental ordinaire trop actif. Nous ne faisons que redécouvrir un potentiel que nous avons toujours eu naturellement, depuis notre naissance, mais que la socialisation et l'éducation ont progressivement enfoui, réprimé, fait oublier. Le Theta est véritablement une porte mystérieuse vers cette vastitude intérieure insoupçonnée, vers cet océan de conscience pure qui existe en chacun de nous, attendant patiemment d'être redécouvert. Et lorsque mes élèves commençaient véritablement à explorer ces profondeurs fascinantes, à s'aventurer courageusement dans ces territoires intérieurs mystérieux, je leur disais toujours avec un mélange d'encouragement et de mise en garde bienveillante, ce que vous découvrez maintenant est extraordinaire, précieux, transformateur. Mais comprenez bien que ce n'est toujours pas une fin ultime, un aboutissement final. Car au-delà même de l'état Theta, au-delà de cette plongée profonde, une pratique encore plus raffinée, encore plus puissante nous attend patiemment. La capacité extraordinaire de programmer consciemment l'esprit subconscient, de planter délibérément des instructions précises dans le terreau fertile de l'inconscient, comme des graines soigneusement sélectionnées destinées à fleurir magnifiquement dans la vie réelle, dans le monde concret des circonstances et des événements. La programmation mentale consciente, l'art suprême de devenir véritablement le jardinier de son propre esprit, le sculpteur de sa propre destinée.